Camille Dubois, 32 ans, se levait chaque matin bien avant le lever du soleil. Dans sa petite maison en pierre aux volets fatigués, nichée dans un village tranquille à quelques kilomètres de Lyon, le froid s'infiltrait par les interstices des fenêtres mal ajustées. L'hiver battait son plein, et chaque matin elle enveloppait sa fille de 6 ans, Luna, dans un manteau trop grand et une écharpe tricotée à la main, espérant qu'elle aurait assez chaud jusqu'à l'école. Camille enchaînait 2 emplois. Aide ménagère chez une vieille dame en matinée et serveuse dans un bistrot local le soir. Entre les deux, elle courait faire les courses, cuisiner, laver le linge, vérifier les devoirs de Luna et parfois réussir à dormir un peu. Les journées se succédaient sans répit, usantes et sans véritable lumière au bout du tunnel. Le réfrigérateur affichait souvent un air vide, le loyer accusait 1 mois de retard et la chaudière toussait autant que son propriétaire. Mais malgré tout cela, Camille tenait bon. Sa fierté, sa force tranquille venaient de Luna. Un sourire de sa fille suffisait à dissiper le poids de la fatigue. Elle racontait des histoires inventées le soir, juste avant que les paupières de Luna ne se ferment. Et dans le silence qui suivait, Camille restait là, assise au bord du lit, à écouter la respiration régulière de l'enfant. C'était son ancrage, son seul repère dans une vie qui semblait toujours vaciller. Le village la connaissait bien. Camille, c'était la petite qui s'en sort toute seule, la mère courage, selon certains. Mais ses compliments avaient souvent un arrière-goût de pitié, de condescendance. On l'admirait, certes, mais personne ne l'aidait vraiment. Elle avait appris à ne plus rien attendre de personne. L'amour, elle n'y croyait plus depuis le départ du père de Luna, parti du jour au lendemain, sans adieu, sans explication. Depuis, Camille n'avait plus ouvert son cœur à qui que ce soit. Ce mardi-là, le ciel s'était assombri dès le milieu de l'après-midi. Des nuages lourds s'étaient amoncelés au-dessus des collines et le vent s'était levé d'un coup, brutal et mordant. Camille avait dû finir son service plus tôt que prévu. Le bistrot fermait à cause de la coupure d'électricité. Elle avait marché vite sous la pluie battante, pressée de rentrer et inquiète pour Luna. Lorsqu'elle avait poussé la porte de chez elle, trempée jusqu'aux os, elle avait trouvé sa fille blottie dans un plaid, une bougie allumée à côté d'elle, dessinant à la lumière vacillante. « Maman, tu es toute mouillée !» s'était-elle exclamée, courant vers elle. Camille avait souri, essuyant ses cheveux mouillés du revers de la manche. « Ce n'est rien, ma chérie. Il fait bon ici, c'est l'essentiel. » Elles avaient dîné d'un reste de soupe réchauffé sur le petit réchaud à gaz d'appoint. Puis Camille avait lu une histoire à Luna avant de l'embrasser sur le front et de l'aborder. Un calme étrange régnait dans la maison, seulement troublé par le tambourinement incessant de la pluie sur le toit. Assise sur le canapé, une tasse de thé tiède entre les mains, Camille écoutait le vent siffler dehors. Une fatigue lourde la tirait vers le sommeil, mais elle restait éveillée. Quelque chose dans l'air, une tension sourde, l'empêchait de se laisser aller complètement. Elle pensait à ses dettes, à son avenir, à l'école de Luna, puis elle entendit un bruit, 3 coups francs contre la porte d'entrée. Elle se figea. À cette heure, sous une telle pluie, qui pouvait bien être là? Elle se leva lentement, posa sa tasse et traversa le petit salon. À travers la fenêtre, elle ne voyait que l'obscurité et les gouttes battantes. Une nouvelle série de coups, plus pressants cette fois, la fit sursauter. Sans un mot, elle tourna la poignée, ouvrit prudemment la porte. Sous le porche détrempé, un homme se tenait là, les cheveux collés au front, tremblant de froid. Son manteau noir dégoulinait, et il serrait les bras autour de lui pour se réchauffer. Ses yeux cherchaient un repère dans l'ombre, puis se posèrent sur elle, pleins d'une détresse contenue. « Je suis désolé de vous déranger, mon véhicule est tombé en panne, plus de réseau. Je n'ai nulle part où aller. » Il parlait vite, d'une voix rauque, presque étouffée. Camille le regarda un instant, évaluant le danger, la peur en arrière-fond de ses pensées. Mais quelque chose dans son regard la frappa. Pas de menace, juste un homme perdu sous la pluie. Elle s'écarta sans dire un mot, lui laissant le passage. Et quand il entra, laissant une traînée d'eau derrière lui, elle ne savait pas encore que ce simple geste allait bouleverser sa vie. La pluie continuait de tomber avec une intensité presque violente, martelant le toit comme des milliers de tambours enragés. À l'intérieur, Camille referma la porte derrière l'inconnu. L'air froid qu'il avait ramené avec lui sembla s'infiltrer dans chaque recoin de la pièce. L'homme se tenait debout, raide, visiblement mal à l'aise d'avoir été accueilli dans un foyer qu'il ne connaissait pas. De l'eau s'échappait de ses vêtements et formait une petite flaque à ses pieds, mais ni lui ni Camille ne semblaient y prêter attention. Elle s'approcha sans un mot,
décrocha un manteau usé accroché derrière la porte et le lui tendit. « Mettez ça. Vous allez tomber malade, » dit-elle d'une voix calme, presque distante. Il hocha la tête, prit le vêtement avec une reconnaissance silencieuse, puis le passa maladroitement. Il était trempé jusqu'à la peau, et ses mains tremblaient lorsqu'il retira sa veste et ses gants détrempés. Camille observa sans rien dire. Il semblait jeune, peut-être dans la trentaine, bien rasé malgré l'état déplorable dans lequel il se trouvait. Il portait des vêtements qui, sous l'humidité et la boue, laissaient deviner une certaine qualité, mais elle n'en tira aucune conclusion. Elle n'avait pas le luxe d'interpréter. « Je vais chercher une serviette », annonça-t-elle. Elle disparut dans le couloir, laissant l'homme seul dans l'entrée. Il regarda autour de lui. La maison était modeste, mais propre, rangée. Il y avait une chaleur humaine dans les objets, dans la lumière tremblotante des bougies, dans les dessins d'enfants accrochés au mur. Lorsqu'elle revint avec une serviette, il la prit avec un murmure de remerciement. Il se sécha les cheveux, les mains, puis posa son regard sur elle. « Je m'appelle Marc. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait avec cette méfiance discrète que la vie lui avait enseignée. Un homme seul sous cette pluie, sur une route secondaire où personne ne passe la nuit, sans téléphone, sans appel d'aide. Quelque chose clochait, mais il ne paraissait ni agressif ni manipulateur, juste fatigué, glacé et un peu perdu. « Camille, » finit-elle par dire, « et vous avez dit que vous aviez eu un accident ? Ma voiture a dérapé dans un virage. Elle a fini sa course dans un fossé. Plus de réseau. J'ai marché pendant une vingtaine de minutes avant de voir une lumière ici. J'aurais pu continuer, mais avec cette pluie, je n'en pouvais plus. » Elle hocha la tête, sans poser d'autres questions. À quoi bon? Il avait l'air sincère, et même si une part d'elle restait sur ses gardes, une autre partie, plus humaine, lui disait qu'il avait simplement eu besoin d'un toit. Elle lui indiqua le salon. « Allez vous asseoir. Je vais faire chauffer du café. » Il la suivit sans protester. Dans la pièce principale, Luna dormait toujours sur le canapé, roulée en boule sous sa couverture. Camille posa un doigt sur ses lèvres, demandant le silence. Marc s'installa dans le fauteuil en face, l'air gêné de déranger. Il posa ses mains sur ses genoux et resta ainsi immobile, pendant que Camille allumait un petit feu dans le poêle et mettait de l'eau à chauffer. Il observa chaque geste qu'elle faisait avec une attention presque troublante. Il n'y avait rien d'intrusif dans son regard, mais une sorte d'étonnement sincère. Camille, sans le regarder, sentait ses yeux sur elle. Lorsqu'elle lui tendit la tasse de café, chaude, elle nota la manière presque fébrile avec laquelle il l'agrippa. Il la porta à ses lèvres et une expiration profonde s'échappa de sa gorge. « Merci, vraiment. » Elle s'assit sur le bord du canapé, à côté de Luna, qui bougea légèrement dans son sommeil. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le sifflement du vent et les craquements du feu. Camille le brisa en posant une question simple. « Vous alliez où à cette heure ?» Marc baissa les yeux vers sa tasse. « J'avais un rendez-vous professionnel à Lyon, mais c'est compliqué. » Camille haussa légèrement les sourcils, mais n'insista pas. Il but une gorgée, puis ajouta « Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je fais. Ce n'est pas de l'arrogance, juste une habitude. » La discrétion. Elle acquiesça. Encore une fois, elle sentait qu'il disait la vérité, ou du moins une partie. Elle n'avait pas l'énergie de mener un interrogatoire. S'il voulait parler, il parlerait. Sinon, il partirait au matin et ce serait terminé. « Vous pouvez dormir sur le canapé. J'ai une couverture de plus. » Il la remercia à nouveau. Elle alla chercher une couverture dans l'armoire du couloir et la lui donna. Avant de monter se coucher, elle jeta un dernier regard vers le salon. Marc s'était allongé, la couverture jusqu'au menton, les yeux ouverts vers le plafond. Il avait l'air à la fois soulagé et inquiet, comme s'il avait fui quelque chose et qu'il se demandait maintenant s'il avait eu raison. Dans la chambre, Camille s'allongea près de Luna. Elle sentait encore l'odeur de la pluie dans l'air, l'humidité qui s'insinuait dans les murs, mais aussi une étrange tension dans sa poitrine. Elle se disait qu'elle venait peut-être de commettre une erreur. Accueillir un inconnu, seule avec une enfant. Mais en même temps, elle ne regrettait rien. C'était un élan instinctif, une réponse naturelle à la détresse humaine. Et même si elle ne croyait plus aux contes de fées, elle croyait encore à certains gestes. Dans le salon, Marc sortit lentement quelque chose de la poche intérieure de sa veste, le regarda un instant dans la pénombre, puis le glissa sous le coussin du fauteuil avant de fermer les yeux.
La maison peu à peu s'endormit, bercée par la pluie qui ne cessait pas. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques d'eau qui reflétaient un ciel encore gris et pesant. Le silence du petit matin était à peine troublé par le bruit d'un balai que Camille passait doucement devant la porte, essayant de dégager les feuilles mortes collées par l'humidité. Elle s'était levée avant le lever du soleil, comme toujours, préparant le petit déjeuner de Luna, pliant la couverture du canapé où Marc avait dormi, et remettant un semblant d'ordre dans la maison. Elle avait hésité en le voyant encore endormi, ses traits plus détendus que la veille, comme si cette nuit dans un foyer inconnu avait été sa première nuit de repos depuis longtemps. Marc s'était réveillé peu après, les traits tirés mais les yeux clairs, et il avait remercié Camille avec une discrétion presque embarrassée. Il n'avait pas demandé de téléphone, ni parlé de sa voiture abandonnée. Il s'était contenté de lui proposer de l'aider à préparer le petit déjeuner. Camille, toujours sur la réserve, avait refusé poliment, puis avait fini par lui donner un torchon pour sécher la vaisselle. Luna, elle, avait observé cet homme inconnu avec curiosité, mangeant ses tartines en silence, les jambes pendant du tabouret de cuisine, les yeux grands ouverts. Après avoir déposé Luna à l'école, Camille était rentrée en silence. Elle avait trouvé Marc assis à la table, un livre qu'elle avait laissé là ouvert devant lui, mais son regard semblait ailleurs. Lorsqu'il s'aperçut de sa présence, il referma rapidement le livre, comme s'il s'excusait de l'avoir touché. « Vous avez une belle bibliothèque, dit-il. » Camille haussa les épaules. « Ce sont surtout des livres d'occasion, rien de précieux. » Il sourit, mais ne répondit pas. Un silence flottait entre eux, pas vraiment pesant, mais étrange. Il ne semblait pas pressé de partir, et Camille ne savait pas si elle devait lui demander s'il avait besoin d'aide pour rejoindre sa voiture ou simplement attendre qu'il prenne l'initiative. Elle ne voulait pas paraître impatiente, ni trop curieuse. Il demanda s'il pouvait utiliser la salle de bain pour se changer. Elle lui montra où c'était et alla s'installer sur le canapé, feuilletant un journal local sans vraiment lire. Elle l'entendit ouvrir le robinet, puis fouiller dans un sac en plastique qu'elle lui avait donné pour y mettre ses vêtements mouillés. Quelques minutes passèrent, puis un petit son métallique attira son attention. Quelque chose venait de tomber au sol. Camille se leva, sans réfléchir, et s'approcha du couloir. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. À l'intérieur, Marc s'accroupissait pour ramasser un petit objet doré. Elle ne vit qu'un instant, une lueur brillante sur le carrelage, avant qu'il ne le serre contre lui et se redresse brusquement. « Désolé, je suis maladroit, dit-il en la voyant. » Elle s'excusa à son tour d'avoir approché sans prévenir et retourna au salon. Mais quelque chose dans ce moment l'avait troublée. L'objet doré. Ce n'était pas une pièce de monnaie, ni une clé. Elle avait lu quelque chose dessus, des lettres, un nom. Marc revint quelques instants plus tard, vêtu d'une chemise que Camille lui avait prêtée, légèrement trop grande pour lui. Il lui rendit la serviette, la remercia encore, puis s'assit à nouveau, ses mains jointes entre ses genoux. Camille hésita, puis sans détour elle demanda « Marc Delacroix, c'est votre nom ?» Il se figea. Ses yeux se posèrent sur elle, et dans ce regard, elle vit un éclair de tension. Il sembla chercher ses mots pendant un instant, puis acquiesça lentement. « Oui, c'est bien moi. » Elle croisa les bras, le regard fixe. « Ce nom, je l'ai vu tomber de votre poche. C'était sur un genre de carte dorée. » Il ne nia pas. Il ne chercha même pas à se justifier. « Je suppose que vous ne regardez pas souvent les journaux, » dit-il avec un demi-sourire. Elle ne répondit pas, mais sa méfiance était palpable. Marc soupira, se passa une main dans les cheveux et ajouta « C'est un nom qui attire trop l'attention. Et en ce moment, je préférerais qu'on m'oublie. » Camille ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Mais maintenant qu'elle l'avait vu, qu'il l'avait confirmé, elle comprenait que cet homme n'était pas ce qu'il semblait être. Il n'était pas un voyageur perdu, ni un simple automobiliste tombé en panne. Quelque chose de plus important se cachait derrière ce visage fatigué. Mais elle n'insista pas. Ce n'était pas son rôle. Elle avait offert un toit à un homme sous la pluie, pas ouvert une enquête. Pourtant, ce nom restait gravé dans sa mémoire, comme une énigme non résolue. Marc resta encore 1 heure chez elle. Il l'aida à réparer une fenêtre qui fermait mal, fit quelques compliments discrets sur la décoration, s'agenouilla même pour remettre en place un tapis glissant dans le couloir. Il n'avait rien du riche homme d'affaires qu'elle imagina plus tard, lorsqu'elle penserait à ce nom. Il était attentif, calme, un peu absent parfois,
comme quelqu'un qui porte un poids qu'il ne veut pas partager. Lorsqu'il se leva pour partir, elle ne tenta pas de le retenir. Il prit sa veste encore humide, la passa sur ses épaules et lui serra la main avec une chaleur retenue. « Merci pour hier soir. Vous n'aviez aucune raison de m'aider, mais vous l'avez fait. Je ne l'oublierai pas. » Camille acquiesça, le regard froid mais honnête. « Je l'ai fait parce que vous aviez besoin d'un toit, pas parce que je vous connaissais. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait le sous-texte. Puis il sortit, refermant la porte doucement derrière lui. Elle resta là un instant figée, le regard perdu sur le sol. Ce nom continuait de tourner dans sa tête, s'imposant à elle comme une chanson oubliée qu'on entend à nouveau par hasard. Elle s'assit, saisit son téléphone et tapa ses lettres dans le moteur de recherche. Marc Delacroix. Elle attendit que la page se charge, le cœur battant un peu plus vite, sans qu'elle sache pourquoi. Mais ce qu'elle allait découvrir allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'homme qu'elle avait laissé entrer chez elle. Le jour s'était levé sur le petit village encore engourdi par la tempête de la veille. Les rues, détrempées, portèrent les traces du chaos de la nuit. Branches cassées, poubelles renversées, flaques d'eau profonde au pied des trottoirs. Camille avait déposé Luna à l'école plus tôt que d'habitude, sous un ciel bas chargé d'humidité. Son esprit, pourtant, n'était pas concentré sur sa routine habituelle. Depuis le départ de Marc, une étrange sensation la suivait, comme un frisson persistant au creux de la nuque. Elle ne savait pas si c'était de l'inquiétude ou simplement une intuition désagréable. Ce qu'elle savait, c'est que le nom qu'elle avait lu la veille ne la quittait pas. Dans les rues du village, les habitants avaient repris leurs habitudes matinales. Les cafés rouvraient lentement leurs volets. Les boulangers exposaient les premières fournées et les premiers clients s'agglutinaient devant les comptoirs en échangeant des banalités sur la météo et les dégâts de la nuit. Mais ce matin-là, il y avait un sujet nouveau sur les lèvres. « Tu l'as vu, toi? Le type qui est sorti de chez Camille ce matin? »« Je l'ai vu, oui. Grand, brun, un peu chic, même sous la pluie. Tu crois qu'elle a... Enfin, c'est pas notre affaire. Mais bon, avec un enfant à la maison, faut faire attention. » Les murmures circulaient rapidement, avec cette efficacité propre au petit village où chaque événement, même anodin, devient un sujet de commentaires collectifs. Camille, qui ne cherchait jamais à attirer l'attention, sentit les regards lorsqu'elle entra dans l'épicerie locale. La caissière, d'habitude souriante, se contenta d'un bonjour sec. Un client, un homme âgé qu'elle croisait souvent, fit mine de ne pas la voir. Elle prit le strict nécessaire, du lait, un paquet de pâtes, un peu de café. Puis, au moment de payer, elle sentit derrière elle une présence familière. C'était Lucie, sa voisine de l'autre côté de la rue. Une femme aux cheveux courts, la cinquantaine bien entamée, toujours prête à donner un coup de main, mais également prompte à juger. « Camille » dit-elle d'un ton faussement léger. « Tu avais de la visite hier soir ?» Camille ne répondit pas tout de suite. Elle tendit un billet à la caissière, prit sa monnaie, puis se tourna vers Lucie avec calme. « Un homme a eu un accident de voiture devant chez moi. Je lui ai offert un toit pour la nuit. Il faisait froid, il était trempé. Tu aurais fait pareil. » Lucie hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'un éclat que Camille connaissait bien. Elle n'était pas venue pour comprendre, seulement pour entendre de sa bouche ce que tout le village commentait déjà. Camille prit ses sacs et quitta l'épicerie sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, elle se sentait lasse, pas à cause de Marc ni même de ce qu'il représentait, mais à cause de cette habitude que les autres avaient de juger à distance. Être mère célibataire ici, c'était déjà une étiquette. Pauvre, c'en était une autre. Et maintenant, il suffisait d'un inconnu sortant de chez elle pour que les gens imaginent le pire. Elle rentra chez elle, déposa les courses, s'assit quelques minutes, puis se leva brusquement. Elle ne voulait pas se laisser envahir par cette sensation d'étouffement. Elle devait retourner travailler et faire abstraction du reste. Mais son esprit revenait sans cesse aux mots lus sur l'écran de son téléphone la veille. Marc Delacroix. Un article de presse, une photo, une biographie concise. Fondateur d'une entreprise de technologie cotée en bourse, reconnu pour son génie discret, souvent absent des médias mais toujours cité dans les cercles d'affaires. Le genre d'homme qu'on imagine entouré de conseillers, jamais seul, encore moins sur une route secondaire en pleine tempête. Elle s'interrogeait de plus en plus sur ses intentions. Pourquoi était-il venu là? Pourquoi n'avait-il pas demandé à appeler quelqu'un? Pourquoi ne lui avait-il rien dit franchement? Elle aurait pu le comprendre, même l'aider, mais il avait préféré le silence, l'ambiguïté.
Et maintenant, elle se retrouvait à porter seule les conséquences de cette rencontre. En fin d'après-midi, alors qu'elle rentrait d'une journée de travail écourtée à cause d'une coupure de courant, elle trouva un petit papier glissé sous sa porte. Un mot griffonné à la va-vite, sans signature. « Tu devrais faire attention à qui tu laisses entrer chez toi. » Elle resta longtemps immobile, ce bout de papier entre les mains, les yeux fixés sur l'écriture nerveuse. Qui avait écrit cela? Lucie? Un autre voisin? Peut-être quelqu'un qui ne disait rien, mais observait tout depuis sa fenêtre. Camille sentit la colère monter en elle, non pas contre Marc, mais contre cette communauté prompte à juger, lente à aider. Elle avait offert un abri, un café chaud, un coin de canapé. Elle n'avait rien fait de plus, rien d'indigne. Le soir venu, alors qu'elle bordait Luna, la petite lui demanda « Maman, le monsieur, il reviendra ?» Camille resta silencieuse un instant, puis caressa les cheveux de sa fille. « Je ne sais pas, ma chérie, il avait juste besoin d'un peu de chaleur, comme quand on partage son goûter avec quelqu'un qui a faim. » Luna sourit et ferma les yeux. Pour elle, les choses étaient simples. Il y avait ceux qui avaient froid et ceux qui pouvaient les réchauffer. Camille l'embrassa sur le front puis descendit. Elle se servit une tasse de café, s'installa à la table et relut l'article qu'elle avait trouvé sur Marc. Cette fois, elle cliqua sur d'autres liens, chercha plus loin. Il y avait des rumeurs de conflits internes dans son entreprise, des querelles de pouvoir, une disparition mystérieuse datée de quelques jours. Certains parlaient d'un burn-out, d'autres d'un geste de protestation contre la pression des investisseurs. Mais aucun détail concret, juste un homme absent dont personne ne savait vraiment où il était. Et elle l'avait eu dans son salon, une nuit, silencieux, tremblant, avec un nom trop lourd à porter. Camille ferma l'ordinateur, éteignit la lumière et resta un moment dans l'obscurité. Ce n'était plus seulement la présence de Marc qui la troublait, c'était ce qu'il représentait. Un monde auquel elle n'appartenait pas, mais qui venait de frapper à sa porte. La journée suivante avait commencé dans une routine presque forcée. Camille s'efforçait de se concentrer sur ce qu'elle savait faire. Préparer le petit déjeuner, organiser les affaires de Luna, s'assurer que les vêtements étaient secs malgré l'humidité omniprésente. Les traces de la tempête étaient encore visibles un peu partout dans le village. Mais la vie reprenait lentement son cours, comme si rien ne s'était vraiment passé. Sauf que pour Camille, quelque chose avait changé de manière irréversible. Le nom de Marc Delacroix continuait de résonner dans sa tête comme un écho constant, intrusif, pesant. Elle avait tenté de l'ignorer, de ranger cette histoire dans un coin de sa mémoire, mais cela s'avérait impossible. De retour chez elle en milieu de matinée, après un remplacement imprévu chez l'une de ses clientes âgées, elle remarqua que l'électricité avait été rétablie. Les lumières s'allumaient à nouveau, les appareils clignotaient et la télévision, restée branchée, se ralluma automatiquement. Elle s'apprêtait à l'éteindre par réflexe, mais son attention fut soudain happée par un mot, puis un nom, prononcé distinctement par la présentatrice. Toujours aucune nouvelle de Marc Delacroix, le célèbre entrepreneur lyonnais, dont la disparition soudaine inquiète le monde des affaires. Camille resta figée, la télécommande dans la main, incapable d'appuyer sur le bouton. L'écran affichait une image de Marc, impeccable dans un costume sombre, serrant la main d'un homme politique lors d'une remise de prix. Le contraste avec l'homme trempé qu'elle avait accueilli quelques nuits plus tôt était frappant. Même posture, même regard, mais un autre monde. Le fondateur de Delacroix Technologies, connu pour son aversion des médias, aurait quitté une réunion stratégique en plein débat sur le changement de direction de sa société. Depuis, plus aucune trace. Ses proches évoquent un besoin de recul, mais l'absence de communication suscite des interrogations. Les images s'enchaînaient, conférences, événements caritatifs, extraits d'interviews anciennes. À chaque plan, Camille reconnaissait le même visage, le même ton réservé. Cette manière de ne jamais trop en dire. Le reportage évoquait sa réussite fulgurante, son tempérament discret, et surtout, la guerre froide qui s'était déclarée entre lui et les actionnaires majoritaires de son entreprise. Camille éteignit enfin la télévision, ses mains légèrement moites. Elle se rassit, le regard perdu. Ce n'était plus un doute, ni une intuition. Cet homme, qu'elle avait vu ramasser un simple bol dans sa cuisine, qui avait tendu une couverture à Luna qui avait partagé un silence étrange dans son salon, était le même que celui qui s'affichait maintenant sur tous les écrans comme le grand disparu du monde économique français. Elle repensa à chaque détail, son refus de parler de lui,
l'objet doré tombé de sa poche, la gêne dans ses réponses. Elle comprenait mieux maintenant le poids qu'il portait dans le regard. Il n'était pas seulement un homme épuisé par une nuit de tempête, il était un homme qui fuyait quelque chose de bien plus vaste, plus écrasant. Elle se leva, fit les 100 pas dans la pièce, les bras croisés contre sa poitrine. Une multitude de questions influaient, incontrôlables. Pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi venir ici, dans ce village si loin de son monde? Pourquoi rester aussi longtemps, sans donner signe de vie à personne? Avait-il choisi sa maison au hasard? Ou était-ce un acte de rupture, de fuite totale, loin de toute logique? Camille se rendit à la cuisine, fit couler un café, mais l'oublia aussitôt sur le plan de travail. Elle se surprit à ouvrir l'armoire où il avait rangé la chemise qu'elle lui avait prêtée. Elle en sortit le vêtement, l'examina, cherchant inconsciemment un indice, une note, une trace quelconque. Rien. Le tissu portait encore vaguement son odeur, quelque chose de neutre, presque impersonnel. Pourtant, tout en lui hurlait l'intimité d'un monde trop éloigné du sien. Elle n'avait pas le temps de s'absorber plus longtemps dans ses pensées. Elle devait récupérer Luna à l'école, faire les courses, continuer sa journée comme si rien ne s'était produit. Mais maintenant, tout avait changé. Ce n'était pas seulement une nuit particulière. C'était une frontière franchie entre deux univers que rien n'était censé relier. Dehors, en marchant jusqu'à l'école, elle sentit les regards une fois encore. Moins directs, mais toujours présents. La nouvelle s'était probablement répandue plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Il suffisait qu'un voisin ait reconnu Marc sur l'écran pour que les suppositions deviennent des affirmations. Elle serra la main de Luna un peu plus fort, tentant de lui transmettre une sérénité qu'elle ne ressentait pas elle-même. Le soir, après avoir couché sa fille, Camille alluma à nouveau la télévision, cette fois par choix. Elle chercha une émission d'actualité. À nouveau, le nom de Marc revenait. Cette fois, une intervenante analysait froidement la situation. Sa disparition n'est pas anodine. Elle indique probablement une rupture avec la direction actuelle, voire une volonté de dénoncer publiquement les dérives internes. Mais s'il reste silencieux, cela pourrait aussi fragiliser les petites filiales dépendantes de son soutien. Il est plus que jamais au centre d'une tempête qui n'est pas que médiatique, mais stratégique. Camille éteignit l'écran, mais resta assise dans le noir, les mains croisées sur les genoux. Elle repensa à la manière dont Marc avait regardé sa fille, au soin avec lequel il avait réparé la serrure de la porte d'entrée, à son silence persistant. Il ne l'avait jamais traité comme quelqu'un d'inférieur, malgré ce fossé social évident. Il avait été présent, discret, presque humble. Elle se demanda ce qu'il cherchait exactement. De l'oubli, du repos, un lieu pour penser librement. Elle comprenait la solitude, la pression, l'envie de disparaître. Elle vivait cela aussi à une autre échelle. La différence, c'est qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de tout quitter. Elle était obligée de rester, de tenir, pour Luna, pour survivre. Lui, il avait ce luxe de partir sans laisser de traces. Et pourtant, il avait choisi de s'arrêter chez elle, d'y rester. Peut-être par hasard, peut-être pas. Peut-être parce qu'il avait vu, en elle, une forme de vérité qu'il n'avait plus croisée depuis longtemps. Camille ne voulait pas le romantiser ni le défendre, mais elle savait au fond que leur rencontre n'avait rien d'anodin, et qu'à partir de maintenant, elle ne pourrait plus faire comme si elle n'avait pas croisé la route de Marc Delacroix. Le silence de la nuit s'était installé comme une couverture épaisse sur le petit village. Camille, allongée sur le canapé, fixait le plafond sans vraiment le voir. Les images de la télévision, les commentaires, les visages des journalistes s'étaient imprimés dans sa mémoire. Mais ce n'étaient pas eux qu'elle revoyait. C'était Marc, trempé, les cheveux collés sur le front, les mains glacées, assis dans sa cuisine à boire du café. Elle revoyait la manière dont il évitait certaines questions, son regard qui se posait sur Luna avec douceur, ses gestes précis pour réparer la fenêtre sans rien demander en retour. Ce contraste la hantait. Elle ne parvenait pas à le relier totalement à l'image projetée par les médias, à ce PDG discret mais puissant, ce génie technologique que le monde économique cherchait désespérément. Le lendemain, Camille tenta de reprendre le fil de sa vie, mais tout semblait décalé. Les gestes du quotidien, préparer le petit déjeuner, coiffer Luna, mettre en route la lessive, avaient perdu leur automatisme. Son esprit vagabondait sans cesse, tiré par des questions sans réponse. Elle se demanda si Marc reviendrait, si c'était possible, s'il l'avait seulement envisagé. Mais la réalité, c'est qu'elle n'avait aucun moyen de le contacter.
Elle ne connaissait ni son numéro, ni son adresse, ni même le moindre détail concret sur sa vie personnelle. Tout ce qu'elle savait, elle l'avait vu à la télévision. Et puis, en fin d'après-midi, alors qu'elle pliait du linge sur le canapé, un bruit de moteur s'arrêta devant la maison. Un instant plus tard, 3 coups secs résonnèrent contre la porte. Elle se figea. Son cœur accéléra légèrement. Lorsqu'elle ouvrit, Marc était là. Il portait un manteau sombre, sec cette fois, et une écharpe grise enroulée autour du cou. Son visage était marqué, les traits tendus, mais son regard, lui, était le même. Direct, calme, presque fragile sous la surface. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda-t-il simplement. Camille s'écarta sans un mot. Il entra, retirant sa veste comme s'il n'était jamais vraiment parti. Elle referma la porte, le regarda poser son manteau sur la chaise près de l'entrée et s'asseoir sans hâte à la table. Le silence entre eux était plus dense qu'auparavant. Il regarda autour de lui, puis fixa Camille. « Vous avez vu les informations, je suppose ?» Elle hocha la tête. « Je vous reconnais maintenant. » Il acquiesça, passa une main dans ses cheveux. « Je m'en doutais, et je ne vous en veux pas. Je comprends que ça puisse vous sembler étrange, même absurde. » Elle s'assit en face de lui, les mains croisées. « Alors dites-moi, pourquoi ici? Pourquoi cette route? Pourquoi rester ?» Il inspira profondément, comme s'il attendait depuis des jours qu'on lui pose enfin la question. « J'étais à Lyon dans une réunion avec des investisseurs, des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans ma société, mais qui veulent en changer l'âme. Ils parlent de croissance, d'expansion internationale, d'optimisation. Ce sont des mots qui, pour moi, ont perdu tout sens. Ce que j'ai construit, je l'ai fait avec des idées, avec une vision, pas avec des chiffres froids. Et eux, ils veulent en faire une machine, une usine à rendement. » Camille l'écoutait sans l'interrompre. Son ton était posé, mais une amertume sous-jacente perçait chaque mot. Ce soir-là, j'ai senti que quelque chose s'était brisé. J'ai quitté la réunion sans prévenir. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans but, juste pour mettre de la distance. J'ai traversé des routes que je ne connaissais pas, sous la pluie. Et puis, l'accident. Un virage, un dérapage, rien de grave. J'ai laissé la voiture là. Je n'avais pas de plan. Et puis, j'ai vu votre lumière. Il marqua une pause. Camille ne dit toujours rien. Il reprit plus doucement. Ce n'était pas prévu. Je ne cherchais pas à fuir dans un village reculé. Je cherchais seulement un endroit où je pourrais respirer, où je ne serais pas Marc Delacroix, le patron, le décisionnaire, juste quelqu'un d'épuisé. Elle comprenait, même si elle ne savait pas encore ce que cela changeait. Sa voix, lorsqu'elle parla, était plus calme que ce qu'elle avait imaginé. « Vous êtes resté plus d'une nuit. Vous auriez pu repartir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Il baissa légèrement les yeux. « Parce que je me suis senti bien ici. Parce que c'était simple. Vous ne m'avez pas posé de questions inutiles. Vous m'avez offert du café, un canapé, et vous m'avez regardé comme un homme, pas comme un titre. Votre fille m'a souri sans savoir qui j'étais. Et ça m'a fait plus de bien que tout ce que j'ai connu ces dernières années. » Un silence suivit. Camille sentit sa gorge se nouer, mais elle tint bon. Il y avait en elle une bataille entre la méfiance et la compréhension. Elle avait vécu trop de désillusions pour se laisser émouvoir facilement. Mais ce qu'il disait résonnait en elle. « Et maintenant, vous allez repartir ?»« Je ne sais pas encore. Il me cherche. Mon absence devient un problème. Mais je voulais vous dire la vérité. Vous la méritiez. » Elle se leva, alla chercher 2 tasses, fit du café. Lorsqu'elle revint, il n'avait pas bougé. Elle posa une tasse devant lui. « Je ne sais pas si je peux vous croire, mais je peux comprendre. » Il hocha la tête, acceptant ses mots sans chercher à les adoucir. « Je ne demande pas votre confiance, juste un peu de temps. » Camille but une gorgée, fixant la vapeur qui s'élevait de la tasse. Elle repensait à tout ce qu'elle avait traversé, à la méfiance des voisins, à la solitude de ses jours. Elle ne savait pas ce que Marc cherchait vraiment, mais il ne l'avait ni flatté ni trompé. Il avait été discret, présent, honnête dans ses silences. Et ce soir-là, pour la première fois, elle accepta l'idée que sa maison avait peut-être offert plus qu'un abri. Peut-être avait-elle été, pour un instant, ce que Marc cherchait depuis longtemps sans le savoir. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange routine que Camille n'aurait jamais pu imaginer quelques semaines plus tôt. Marc ne s'imposa pas. Il ne resta pas non plus par faiblesse ou par facilité. Il s'intégra peu à peu dans le quotidien de Camille et de Luna avec une discrétion presque surprenante. Il ne demanda rien, ne proposa rien d'excessif.
Il était simplement là, présent sans envahir, attentif sans prétendre comprendre. Camille, de son côté, gardait ses distances, consciente qu'un homme comme lui appartenait à un monde si éloigné du sien qu'il semblait presque irréel. Pourtant, jour après jour, cette présence discrète devint une habitude. Marc proposa de réparer certaines choses dans la maison. Camille accepta, plus par pragmatisme que par gentillesse. Le chauffage fonctionnait mal depuis des mois et il parvint à le remettre en état avec une efficacité qui l'a surpris. Il changea les joints des fenêtres, débloqua une porte de placard, fixa une étagère bancale. Il ne cherchait pas à impressionner, seulement à rendre service, et chaque geste était accompli dans le silence, parfois interrompu par quelques phrases simples, presque banales. Luna, elle, s'attacha à lui presque naturellement. Peut-être parce qu'il ne lui parlait pas comme à une enfant, ou peut-être parce qu'il l'écoutait vraiment. Elle lui racontait sa journée d'école, ses histoires de camarades, ses rêves de devenir vétérinaire ou pâtissière, selon l'humeur. Marc l'écoutait avec un intérêt sincère, lui posait des questions, souriait, parfois riait même. Camille observait cela avec une prudence qu'elle ne pouvait complètement dissimuler, mais elle reconnaissait malgré elle que la complicité qui naissait entre eux n'était ni forcée, ni artificielle. Un après-midi, ils se rendirent tous les trois au marché du village. Marc portait le panier, choisissait les légumes, posait des questions sur les recettes locales. Il parlait peu, mais ses gestes étaient justes, ses mots choisis. Les commerçants, intrigués au début, commencèrent à le saluer plus naturellement. On l'identifiait comme l'ami de Camille, une expression vague mais suffisante pour ne pas relancer la rumeur. Les regards étaient toujours là, mais moins lourds, comme si la présence régulière de Marc rassurait ceux qui initialement l'avaient jugé. Le soir, Camille le surprit en train de lire un vieux roman posé sur une étagère poussiéreuse du salon. Il lui confia qu'il n'avait pas lu par plaisir depuis des années. Trop de rapports, de réunions, d'urgences à gérer. Il avait oublié ce que c'était de s'asseoir, de tourner des pages, sans être interrompu par une alerte sur son téléphone. « Ici, le temps semble ralentir », dit-il un soir. Camille répondit sans le regarder. « Ici, on vit plus lentement parce qu'on n'a pas le choix. » Il comprit. Il ne répondit rien. Il ne tenta pas d'argumenter, ni de comparer sa fuite volontaire à sa réalité quotidienne. Il n'en avait pas le droit. Mais il respectait cette vérité, celle de Camille, comme il respectait chaque coin de cette maison qu'il n'avait pas cherché, mais qu'il apprenait à connaître. Un matin, après avoir déposé Luna à l'école, Camille trouva Marc en train de réparer la vieille cafetière. Il leva les yeux vers elle, un peu hésitant, puis dit « Tu m'as parlé une fois d'un projet. Un café, c'est ça ?» Camille resta silencieuse. Elle n'aimait pas parler de ce rêve. Trop de fois elle l'avait imaginé, avant de l'enterrer sous les factures, les obligations, la fatigue. Elle haussa les épaules. C'était une idée, rien de concret. Un petit endroit chaleureux avec des livres, des pâtisseries maison. Mais ça demande de l'argent, du temps. 2 choses que je n'ai pas. Marc la regarda sans insister. Puis il posa la cafetière sur la table et dit simplement « Si tu avais l'occasion de le faire, tu le ferais ?» Elle le fixa, méfiante. « C'est une manière déguisée de me proposer ton aide ?»« Non, c'est une vraie question. Si tu pouvais, est-ce que tu le ferais ?» Elle hésita. Son instinct lui criait de se protéger, de ne pas se laisser séduire par des illusions. Mais une part d'elle, plus jeune, plus audacieuse, murmura que cette question était peut-être plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. « Oui, » dit-elle enfin. « Si je pouvais, je le ferais. » Marc hocha la tête. Il ne répondit rien de plus ce jour-là, mais quelque chose avait changé. Les jours suivants, la routine se poursuivit. Camille travaillait toujours autant. Luna allait à l'école, Marc restait discret. Pourtant, la tension était différente. Une sorte de calme en suspension, comme si chacun attendait que quelque chose soit dit. Camille sentait que le temps de Marc chez elle avait une limite, que cette parenthèse n'était pas éternelle. Mais elle ne savait pas comment la refermer, ni si elle voulait vraiment qu'elle se referme. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Luna s'endormit sur le canapé. Camille rangeait la cuisine, Marc essuyait les verres. Elle lui lança d'un ton qui se voulait détaché. « Tu comptes rester encore longtemps ici ?» Il posa le verre, la regarda. « Je ne veux pas imposer ma présence, mais je ne suis pas encore prêt à repartir. » « Pas tout à fait. » Elle hocha la tête. C'était une réponse honnête.
et elle ne savait pas si elle voulait qu'il parte. Sa présence comblait quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était une reconnaissance silencieuse, une compréhension mutuelle née de deux vies différentes mais marquées, chacune à leur manière, par la solitude. Marc se leva, prit son manteau, puis s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Si un jour tu veux parler de ce café, je suis là. » Camille ne répondit pas. Mais quand elle referma la porte derrière lui ce soir-là, elle se rendit compte qu'il ne faisait plus simplement partie de leur quotidien. Il en était devenu un pilier invisible. Et cela, elle n'était plus sûre de pouvoir l'ignorer. Le lendemain, Camille s'était réveillée avec une sensation étrange, une sorte de calme tendu, comme si quelque chose d'inévitable allait se produire. Le ciel était dégagé, pour une fois, baignant la petite maison dans une lumière pâle mais stable. Elle s'était levée tôt, préparé un café et observait la rue encore vide depuis la fenêtre de la cuisine. Luna dormait encore et Marc n'était pas là. Il s'était absenté la veille au soir sans préciser s'il reviendrait ce jour-là ou pas. Il avait simplement dit qu'il avait besoin de réfléchir, de marcher un peu. Camille ne l'avait pas retenu. Elle ne posait plus de questions inutiles. Vers la fin de la matinée, alors qu'elle pliait du linge dans le salon, on frappa doucement à la porte. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Marc entra après qu'elle lui eut ouvert, les mains dans les poches de son manteau, le regard neutre mais concentré. Il s'assit à la table, attendit qu'elle fasse de même et posa devant elle une feuille pliée en deux. « Ce n'est pas ce que tu crois », dit-il en la voyant froncer les sourcils. Camille déplia lentement la feuille. Ce n'était pas un contrat, ni une lettre. C'était un document simple, une sorte de présentation. En haut, un nom. Maison de Luna. Elle leva les yeux, interrogeant Marc du regard. Il expliqua calmement. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ce café, ce projet, il est resté dans un coin de ta tête, mais il ne t'a jamais quitté. J'ai parlé avec quelqu'un de confiance. J'ai trouvé un local, pas très loin d'ici, sur un axe fréquenté, avec un bon potentiel. L'endroit est vide depuis des mois. Je peux le faire acheter. Je peux financer l'installation, l'équipement. Tu pourrais ouvrir, commencer petit. Le reste dépendrait de toi. » Camille resta silencieuse. Elle relut la feuille. L'idée était là, claire, ordonnée. Tout semblait pensé pour elle, jusque dans les détails, les heures d'ouverture, les propositions de menus, même une esquisse de logo. Elle sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Puis, presque aussitôt, elle sentit la colère. « Tu crois que c'est ça que je veux ? Que tu arrives avec tes moyens, tes contacts, ton pouvoir de décision et que tu m'offres une solution toute faite ? Tu crois que ça me rend service ?» Marc ne bougea pas. Il écoutait. « Je ne veux pas de ta charité, je ne veux pas d'un cadeau déguisé. Tu ne comprends pas. Si je fais quelque chose, je veux que ce soit à moi, que ce soit le fruit de mes efforts, pas quelque chose que tu auras acheté pour effacer ta culpabilité ou pour te donner bonne conscience. » Il hocha la tête, lentement. « Ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça pour moi. Et je ne fais pas ça sans te demander ton avis. C'est une proposition. Tu peux refuser, mais ne me prête pas des intentions que je n'ai pas. » Camille se leva, marcha dans la pièce, nerveuse. « Tu ne peux pas débarquer dans la vie des gens, t'y installer comme un miracle, et ensuite décider de leur avenir. Tu ne peux pas tout contrôler, même avec tes moyens. C'est pas comme ça que ça marche ici. » Marc resta assis. Il la regardait, les bras posés sur la table, sans hostilité. Quand elle s'arrêta, il dit simplement « Je n'essaie pas de contrôler. J'essaie d'aider. Si c'est mal, alors je suis désolé. » Elle secoua la tête, attrapa la feuille et la lui tendit. « Reprends ça. Je ne veux rien qui me rende redevable à qui que ce soit. » Marc se leva alors. Il prit la feuille, la replia et la rangea dans sa veste. « D'accord, je comprends. » Il récupéra son manteau, s'approcha de la porte. Avant de sortir, il se tourna vers elle. « Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je ne l'oublierai pas. » Puis il sortit, refermant la porte doucement derrière lui. Camille resta figée au milieu de la pièce. Luna, qui s'était réveillée, descendit quelques instants plus tard, frottant ses yeux. Elle demanda « Il est où, Marc ?» Camille répondit sans se retourner. « Il est parti. » Luna ne dit rien. Elle alla s'asseoir sur le canapé, silencieuse, comme si elle avait compris quelque chose d'important. Le reste de la journée fut étrange, comme suspendu. Camille s'efforçait de ne pas penser à la conversation, mais tout en elle y revenait. La proposition, la sincérité dans le regard de Marc, sa retenue,
Elle s'était sentie insultée, mais maintenant, elle n'était plus si sûre. Était-ce vraiment de la pitié qu'il lui avait offerte, ou une chance réelle? Et pourquoi ce refus instinctif? Par fierté, par peur, par besoin de tout contrôler elle aussi à sa manière? Le soir venu, elle alla coucher Luna, lui raconta une histoire sans conviction, puis resta dans la chambre sombre à fixer le plafond. La maison paraissait vide à nouveau, mais pas comme avant. C'était une absence qui pesait, pas seulement une solitude ordinaire. Elle réalisa que Marc avait occupé une place qu'elle n'avait pas vue venir. Pas celle d'un homme, pas encore, mais celle d'un appui silencieux, d'un regard sans jugement. Elle descendit dans le salon, se servit un verre d'eau, s'assit sur le canapé. Elle repensa à ses années de travail, à ses renoncements, à ses petits rêves qu'elle avait dû éteindre un à un. Ce café, elle y pensait encore certains soirs, sans se l'avouer. L'idée d'avoir un lieu à elle, de créer quelque chose qui porterait son nom ou celui de Luna, l'avait toujours habitée. Ce n'était pas le rêve d'une vie meilleure. C'était le rêve d'une vie plus digne, plus juste, où elle ne serait plus seulement en train de survivre. Elle ne savait pas ce que Marc allait faire maintenant. Peut-être qu'il avait quitté le village. Peut-être qu'elle ne le reverrait jamais. Mais une chose était certaine. Il avait vu quelque chose en elle que peu de gens prenaient le temps de remarquer. Et même si elle avait refusé son aide, elle ne pouvait nier que ce geste avait remué quelque chose de profond. Camille éteignit les lumières et monta se coucher. Elle se sentait vide, mais aussi étrangement lucide. Ce qu'elle ferait maintenant ne dépendait plus de personne, ni de Marc, ni des voisins, ni de la vie qu'on lui avait imposée. Il ne restait qu'elle, et le choix de se battre ou de se refermer à jamais. 3 jours passèrent sans aucune nouvelle de Marc. Pas un message, pas une visite, pas le moindre signe qu'il avait encore un lien avec leur monde. Camille s'était forcée à ne pas y penser. Elle remplissait ses journées avec plus de zèle qu'à l'ordinaire. Nettoyage, travail chez ses clientes, devoirs de Luna, repas à préparer, linge à laver. Elle redoublait d'efforts, comme si l'agitation pouvait servir de rempart contre les pensées parasites. Mais le silence qu'il avait laissé derrière lui ne s'effaçait pas. Il n'était pas bruyant, il était sourd, dense, comme une absence qui colle à la peau. Camille n'avait parlé à personne de leur dispute, encore moins de sa proposition. Dans le village, certains avaient remarqué que Marc ne venait plus. Quelques regards s'étaient faits plus curieux, mais personne ne posait de questions directement. Elle n'en avait pas envie. Il lui avait proposé quelque chose d'inattendu, peut-être même de sincère, et elle l'avait repoussé. Elle croyait encore que c'était la bonne décision. Elle ne voulait pas d'aide qu'elle n'avait pas demandée, ni de voir sa réussite à un homme, surtout un homme aussi éloigné de son monde. Pourtant, chaque fois qu'elle croisait le regard de Luna qui demandait sans mots « Il est où, Marc ?» un doute revenait. Un soir, alors qu'elle rangeait les livres éparpillés dans la chambre de sa fille, elle tomba sur un cahier abîmé qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. En le soulevant, quelque chose glissa au sol. Un objet fin, rectangulaire. Une enveloppe blanche. Son nom y était écrit à la main. Camille. L'écriture était familière. Sa gorge se serra. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée et un petit trousseau attaché à une unique clé. Elle lut d'abord la lettre. Les premières lignes la clouèrent sur place. Camille, je n'ai pas voulu partir sans dire un mot, mais je n'étais pas sûr d'être le bienvenu après notre dernière conversation. J'ai compris ton refus. Il est juste et il t'appartient. Ce n'est pas à moi de te dire ce dont tu as besoin. Mais je ne pouvais pas disparaître totalement sans te laisser le choix. Tu trouveras avec cette lettre une clé. Elle ouvre la porte d'un local vide situé rue des Marronniers, dans le centre de Lyon. C'est un petit espace, simple mais fonctionnel. L'électricité est en place, les installations de base sont prêtes. Le reste dépend de toi. Je ne l'ai pas acheté à ton nom ni engagé quoi que ce soit en ton absence. J'ai seulement réglé la location pour 6 mois auprès d'un notaire. Si tu n'en veux pas, il suffira de ne jamais l'utiliser. Tout sera résilié à la fin du contrat. Tu peux aussi t'y rendre, voir de tes propres yeux et décider. Je n'attends pas de réponse. Je voulais simplement te rendre ce que tu m'as donné sans le savoir. Un moment de vérité, une parenthèse de réalité. Chez toi, j'ai respiré à nouveau. J'ai retrouvé un sens que j'avais perdu. Tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as rien demandé, et c'est ce qui m'a le plus bouleversé. Si jamais tu veux en parler, ou si tu changes d'avis, le nom du contact est au verso. C'est une personne discrète et fiable. Elle s'occupera de tout si tu le souhaites.
Tu n'as rien à devoir à personne. Prends soin de toi. Et merci. Marc. Camille relut la lettre 2 fois, sans bouger. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus d'effet. La retenue dans les mots de Marc, la délicatesse de son geste, ou le fait qu'il lui ait laissé une porte ouverte sans imposer quoi que ce soit. Ce n'était pas une dette, c'était une possibilité, une chance, sans pression. Une opportunité qu'elle pouvait refuser sans conséquence. Elle regarda la clé. Une petite clé argentée, banale, comme celle de boîtes aux lettres ou de locaux commerciaux. Rien de spécial. Pourtant, elle pesait dans sa main comme une question à laquelle elle n'était pas encore prête à répondre. Elle rangea la lettre dans le tiroir de sa table de nuit, ferma le tiroir, mais garda la clé dans sa main. Ce n'était plus une histoire d'orgueil, ni de méfiance. C'était une interrogation plus profonde. Était-elle capable de sortir de cette vie qu'elle avait appris à endurer, de prendre un risque qui pourrait tout changer? Les jours suivants, elle garda la clé sur elle, dans la poche de son manteau. Elle ne disait rien à personne, pas même à Luna. Elle continuait ses tâches, mais quelque chose en elle avait bougé. Elle rêvait plus souvent. Elle s'imaginait par moments dans un petit café servant des clients avec le sourire, préparant des gâteaux avec Luna après l'école. Puis, aussitôt, elle se reprenait. Le rêve était dangereux. Le rêve faisait mal quand il s'effondrait. Un matin, elle décida de prendre le train pour Lyon. Elle ne dit pas où elle allait. Elle confia Luna à une voisine, prétextant un rendez-vous médical, et prit la direction du centre-ville. La clé dans la poche, la lettre dans le sac. La ville bourdonnait. Loin du calme du village, Lyon vivait à un autre rythme, plus rapide, plus nerveux. Camille descendit à la station indiquée, marcha quelques minutes dans une rue bordée d'arbres, jusqu'à trouver la plaque. Rue des Marronniers. Là, entre 2 boutiques fermées, un petit local avec vitrine, discret mais soigné, elle approcha, inséra la clé. La porte s'ouvrit sans difficulté. À l'intérieur, tout était vide, mais propre. Les murs blancs, le sol carrelé, un petit comptoir en bois brut, une pièce au fond avec évier, prise électrique, ventilation. C'était modeste mais fonctionnel. Elle pouvait l'imaginer avec quelques tables, un parfum de café chaud, des livres, des rires d'enfants. Et au mur, une ardoise avec écrit « Maison de Luna ». Elle resta là un long moment, debout, au milieu de la pièce, les mains dans les poches, sans bouger. Le local n'avait rien d'extraordinaire, mais il était réel. Et pour la première fois depuis longtemps, ce rêve l'était aussi. Camille resta debout au milieu du local pendant de longues minutes, sans dire un mot, sans faire un geste. Les bruits de la rue filtraient faiblement par la vitrine, étouffés comme par un rideau invisible. Il n'y avait ici ni luxe, ni décoration tape à l'œil, ni trace de ce que Marc représentait dans le monde extérieur. Tout semblait brut, presque inachevé, mais c'était précisément cette neutralité qui lui plaisait. Rien n'était imposé, tout restait à construire. Elle fit lentement le tour de l'espace. L'électricité fonctionnait, elle testa les interrupteurs. Les ampoules s'allumèrent, sans hésitation. Dans l'arrière-salle, elle trouva un petit ballon d'eau chaude déjà raccordé, des branchements prévus pour une machine à laver, un four, un petit plan de travail propre. Il y avait même un meuble de rangement en kit posé contre un mur, encore emballé. Ce n'était pas juste un local loué à la va-vite. Quelqu'un y avait pensé avec soin, dans les moindres détails, et elle n'avait aucun doute sur le fait que ce quelqu'un, c'était Marc. Sur un petit crochet fixé au mur, elle trouva une enveloppe Kraft, scotchée. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une feuille pliée avec quelques lignes manuscrites. Une description sommaire du local, les coordonnées d'un homme nommé Bertrand Valois, identifié comme gestionnaire temporaire du bail, avec une mention claire, pas de contrat signé, pas de paiement demandé, à activer uniquement à l'initiative de Camille Dubois. C'était bien ce que Marc avait annoncé dans sa lettre. Elle ne devait rien à personne. Elle pouvait faire demi-tour, rendre la clé, et personne ne la jugerait. Mais si elle décidait de continuer, tout était prêt. Elle s'assit sur le rebord du comptoir, les mains sur les genoux, le regard posé sur l'entrée. Elle se revoyait, des années plus tôt, lorsqu'elle avait évoqué ce rêve de café à son ex-compagnon. Il avait ri doucement d'un rire condescendant. « Un café ? Et qui viendrait boire ton café dans un coin perdu ? Tu crois que ça se monte comme ça, un rêve ?» Elle n'avait jamais insisté. Elle avait rangé le projet dans un tiroir, avec d'autres idées qu'on dit irréalistes. Mais maintenant, il était là, dans sa main, sous ses yeux, sous ses pieds. Ce n'était plus une abstraction.
Elle quitta les lieux 1 heure plus tard, refermant soigneusement derrière elle. La clé, elle la garda dans sa poche. Dans le train du retour, elle regarda défiler les paysages par la fenêtre. Le village approchait, avec sa lenteur habituelle, ses visages connus, ses habitudes rassurantes. Elle savait qu'elle allait devoir faire un choix. Peut-être pas ce jour-là, mais bientôt. En arrivant chez elle, elle retrouva Luna dessinant sur la table de la cuisine. La petite leva les yeux vers elle avec un sourire. « Tu as vu le docteur ?» Camille s'approcha, caressa ses cheveux et répondit doucement « Pas exactement, non. » Elle s'assit en face d'elle et regarda le dessin. Une maison, une petite fille, un soleil. Puis, dans un coin, une silhouette d'homme avec un manteau gris. « C'est qui ?» demanda-t-elle. « C'est Marc. Il m'a appris à dessiner des mains. » Camille sourit faiblement, mais son cœur se serra. Elle ne voulait pas que sa fille s'attache à des absents. Elle ne voulait pas reproduire le schéma de l'homme qui disparaît sans prévenir. Elle voulait autre chose, quelque chose de solide, de durable. Le lendemain, elle téléphona à Bertrand Valois. Il répondit avec une voix posée, professionnelle, presque chaleureuse. « Bonjour, Madame Dubois. Je m'attendais à votre appel. » Elle hésita puis lui demanda comment activer le bail, comment entamer les démarches. Il lui expliqua tout clairement. Une rencontre à Lyon, des signatures, des formulaires simples, rien de contraignant. L'espace était déjà juridiquement prêt. Il ne restait qu'à officialiser sa volonté d'en prendre possession. Elle lui demanda si Marc l'avait informé de ses intentions exactes. « Non, » répondit Bertrand. « Il m'a simplement dit que c'était à vous de décider, que tout dépendrait de vous, et qu'il ne fallait jamais la forcer. » Camille raccrocha en silence. Il ne lui avait rien imposé, même pas une présence. Il avait laissé le champ libre comme un signal de respect total. Elle prit quelques jours de plus pour réfléchir. Pas pour se convaincre, mais pour s'assurer que ce choix viendrait d'elle seule. Pendant ces journées, elle interrogea ses clientes, observa les gens au marché, écouta ce que les habitants disaient, ce qu'ils regrettaient de ne pas avoir dans le village. Plusieurs fois, elle entendit des commentaires anodins. « Ce serait bien d'avoir un endroit tranquille pour prendre un café. Il manque un lieu pour se poser, lire, parler. Depuis que l'ancien salon de thé a fermé, il n'y a plus rien. » Et peu à peu, l'idée devint réalité dans sa tête. Pas un projet ambitieux, pas un grand commerce, mais un petit lieu pour elle, pour Luna, pour ceux qui, comme elle, cherchaient un espace à taille humaine. Elle ressortit ses vieux carnets. Elle y nota des idées de noms, de couleurs, de menus simples. Elle lista des fournisseurs possibles, fit des calculs. Ce n'était pas irréalisable. Ce serait dur, mais possible. Un matin, elle descendit à la boîte aux lettres. Parmi les factures, une carte postale. Aucune indication de l'expéditeur, juste un mot au verso. L'espace est toujours là. Fais-en ce que tu veux. Rien de plus. Pas de signature. Pas de promesse. Camille rentra, prit la clé dans le tiroir de la cuisine, la fixa un long moment. Puis, sans un mot, elle la glissa dans son sac, prit son téléphone et envoya un message à Bertrand Valois. Une phrase simple. « Je suis prête à signer ». Ce jour-là, elle ne sentit ni peur, ni honte, ni dette. Elle se sentit droite, lucide, portée par une décision qu'elle assumait entièrement. Le local n'était plus une possibilité offerte. Il devenait un choix personnel, un premier pas vers une vie qu'elle voulait construire. Non pas pour fuir ce qu'elle avait été, mais pour honorer ce qu'elle avait toujours su être capable de devenir. Il faisait frais ce matin-là, mais le ciel était clair. Camille quitta le village tôt, laissant Luna chez une voisine en qui elle avait toute confiance. Elle avait rendez-vous à Lyon pour signer les documents officiels du bail. Elle avait hésité, réfléchi, recommencé ses calculs une dizaine de fois, mais à présent, plus rien ne retenait sa décision. Ce n'était pas de l'euphorie, ni une impulsion. C'était une certitude posée, un pas réfléchi, presque solennel. Elle n'en parlait à personne. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne. Elle avait déjà perdu assez de temps à vivre sous les jugements muets des autres. L'agence de Bertrand Valois était située dans un immeuble discret, au 3e étage. À son arrivée, il l'accueillit avec un sourire respectueux, sans familiarité excessive. Il lui tendit les papiers, lui expliqua les clauses, les échéances, les conditions. Tout était conforme à ce qu'il avait promis. Aucune obligation de paiement avant 6 mois, pas d'engagement de durée minimum, pas de pénalité en cas de retrait anticipé. C'était une base solide, pensée pour qu'elle ait le temps de construire sans se précipiter.
Lorsqu'elle signa, elle sentit une tension étrange se relâcher, un mélange de soulagement et d'appréhension. Pour la première fois depuis des années, elle reprenait le contrôle d'un projet qui n'était ni une urgence ni une obligation. C'était un choix de vie. Son nom sur le document paraissait presque irréel. Pourtant, il était là, noir sur blanc, en haut de la feuille. Camille Dubois, locataire officiel du 14 rue des Marronniers. Après la signature, Bertrand lui tendit une autre enveloppe. « C'était à vous remettre après l'officialisation. Il m'a demandé de respecter ce délai. » Elle prit l'enveloppe sans poser de questions, la glissa dans son sac et remercia poliment. Puis elle quitta le bâtiment et se dirigea presque machinalement vers le local. Elle voulait le revoir, seule, maintenant que c'était officiellement le sien. Lorsqu'elle arriva devant la vitrine, elle remarqua un détail qui n'était pas là la dernière fois. Une feuille de papier scotchée à l'intérieur avec quelques mots manuscrits. Elle inséra la clé, ouvrit la porte, retira la feuille. Ce n'était qu'un mot simple. Le plus difficile n'est pas de commencer, mais d'oser croire que c'est possible. Monsieur. Elle plia la note, la garda dans sa poche, puis fit lentement le tour du local vide. Il n'avait pas changé, bien sûr, mais à ses yeux, il était désormais différent. Chaque mètre carré portait désormais sa responsabilité. C'était à elle d'en faire un lieu de vie. Elle s'assit un moment sur le rebord de la vitrine, regardant les passants. Beaucoup n'y prêtaient pas attention, certains ralentissaient, jetant un œil curieux à l'intérieur. Camille les observait aussi, se demandant s'ils deviendraient un jour ses clients, ses habitués, ses voisins d'un autre monde. Elle sortit l'enveloppe de son sac, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre de Marc. L'écriture était la même, posée, droite, lisible. Aucune rature. Tu as signé. Je le savais. Pas par arrogance, mais parce que tu n'étais pas le genre de femme à refuser sa propre voix. J'ai souvent été entouré de gens qui ne décidaient rien sans validation extérieure. Toi, tu fais partie des rares qui prennent leurs décisions sans bruit, mais avec une force que peu osent affronter. Je voulais être là, aujourd'hui, en retrait, pour voir si tu franchirais cette ligne, mais je suis resté de l'autre côté de la rue. Tu ne m'as pas vu, ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà ma réponse. Camille leva les yeux, le cœur battant plus fort. Elle sortit de la boutique, traversa la rue, regarda autour d'elle. Et là, à une vingtaine de mètres, adossé à un lampadaire, Marc était là. Il portait un manteau sombre, une écharpe grise et un sac en bandoulière. Il la regardait sans bouger, les mains dans les poches. Lorsqu'elle s'approcha, il se redressa. « Tu m'espionnes maintenant ?» dit-elle, le ton sec mais pas hostile. Il haussa légèrement les épaules. « Je voulais juste être certain que tu étais prête et que tu le faisais vraiment pour toi. » Elle le fixa un moment, sans parler. Il ne cherchait pas à s'imposer. Il n'avait rien orchestré de plus. Il s'était contenté d'attendre. Il respectait toujours cette frontière invisible qu'elle avait posée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je peux repartir si tu veux. » Elle hésita. Il y avait dans sa voix une sincérité désarmante. Il n'y avait pas d'ultimatum, pas de pression, seulement une possibilité. Tu pourrais rester, pas pour superviser, pas pour gérer, juste être là. Marc hocha la tête, à une condition. Elle le regarda, méfiante. Que ce soit un partenariat, pas une aide, pas un geste de réparation, une collaboration réelle. Camille croisa les bras. Tu veux des parts ? Non. Je veux juste que tu ne portes pas ça seul, que tu acceptes que, parfois, on peut construire à deux, même quand on vient de mondes différents. Elle réfléchit. Ce n'était pas une demande intéressée. C'était une main tendue, dans l'équilibre, et pour la première fois, elle se sentit prête à la saisir. Alors, d'accord. Mais je choisis la décoration. Marc sourit, et moi je m'occupe des contrats avec les fournisseurs. Ils se serrèrent la main. Pas comme un pacte d'affaires, mais comme une reconnaissance mutuelle. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas une revanche sociale, c'était deux volontés qui s'accordaient simplement. Et cela suffisait à rendre cette journée inoubliable. L'ouverture du café ne fut ni grandiose, ni médiatisée, et cela convenait parfaitement à Camille. Elle n'avait pas besoin de projecteurs, ni de discours, encore moins d'événements tape à l'œil. Elle avait besoin de concret, de clients fidèles, de journées remplies de gestes simples. La devanture portait une enseigne discrète, peinte à la main par une artiste locale, Maison de Luna. Une typographie douce, lisible, posée sur un fond crème, avec une branche de laurier stylisée en guise de signature.
C'était le seul luxe que Camille s'était autorisé, une identité visuelle sobre mais chaleureuse, qui reflétait ce qu'elle voulait créer à l'intérieur. Le jour de l'ouverture, une fine bruine tombait sur Lyon. Les premières heures furent calmes. Quelques passants entrèrent, attirés par la vitrine propre et la douce odeur de café fraîchement moulu. Camille, derrière le comptoir, servait les boissons avec une précision tranquille, s'assurant que chaque tasse soit bien posée, que chaque mot soit juste. Elle n'en faisait pas trop, mais elle était présente, attentive. Marc, lui, restait à l'arrière. Il ne servait pas, ne saluait pas les clients, mais il vérifiait les commandes, organisait les stocks, réglait les questions techniques. Son rôle était clair, discret, complémentaire. Il n'avait jamais cherché à prendre la lumière. Luna, après l'école, venait passer un moment dans un petit coin aménagé spécialement pour elle. Une banquette basse, des coussins, une caisse de livres. Elle y faisait ses devoirs, dessinait, parfois lisait à voix haute pour les rares enfants que des parents osaient déjà amener. Pour Camille, la voir là, au cœur de ce lieu, était le signe qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait créé un espace qui lui ressemblait, mais qui appartenait aussi à sa fille, à leur avenir commun. Les débuts furent modestes, comme prévu. Quelques voisins du quartier, des employés de bureau alentour, quelques touristes perdus. Mais très vite, le bouche à oreille fit son œuvre. Le café devenait un repère. On parlait de la maison de Luna, comme d'un endroit où le temps ralentissait, où l'on pouvait venir seul lire tranquillement ou discuter sans être bousculé. Les pâtisseries maison préparées par Camille tôt le matin devinrent un attrait central. Tartes aux poires, gâteaux au yaourt, financiers aux amandes. Rien de complexe, mais tout était fait avec une attention rigoureuse. Marc proposa d'installer un petit système de fidélité, une carte avec 10 tampons pour une boisson offerte. Camille accepta, à condition que le système ne soit pas numérique. « On garde ça humain », avait-elle dit. Pas de données, pas de profil client. Juste un tampon en forme de feuille, c'est tout. Une feuille de laurier ? Avait proposé Marc. Elle avait hoché la tête. C'était cohérent, c'était juste. Les semaines passèrent et le café se stabilisa. Les comptes restaient serrés mais équilibrés. Camille ne touchait pas encore de salaire régulier, mais elle parvenait à rembourser petit à petit les premiers frais engagés. Marc refusait de reprendre ce qu'il avait investi. Il considérait cela comme un apport initial, sans exigence de retour. Ils avaient longuement discuté de cet aspect jusqu'à trouver un accord moral. Camille gérerait le lieu, Marc resterait en retrait, avec un droit de regard administratif, mais sans ingérence. Un équilibre fragile, mais respecté. Leur relation évoluait lentement, sans étiquette. Ils ne vivaient pas ensemble, ne partageaient pas d'intimité définie. Ils travaillaient ensemble, se parlaient tous les jours, parfois déjeunaient en silence dans l'arrière-boutique. Il n'y avait ni promesse ni attente officielle, mais il y avait une présence constante, une écoute, un lien qui, sans être nommé, devenait de plus en plus évident. Camille ne cherchait pas à précipiter les choses. Elle avait trop connu les hommes qui promettent vite pour disparaître plus encore. Marc, lui, semblait à l'aise dans cette lenteur. Il ne forçait rien. Il respectait l'espace, les rythmes, les silences. Luna lui parlait comme à un oncle. Elle ne lui posait jamais de questions sur sa vie d'avant, ni sur les raisons de sa fuite. Les enfants savent quand ne pas poser de questions. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble après la fermeture, Camille se risqua à une remarque. « Tu penses rester combien de temps ici ?» Marc essuya un verre, puis le posa doucement. « Aussi longtemps que tu voudras que je sois là. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle finit de refermer la caisse, puis leva les yeux. « Alors reste. » Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une demande. C'était une reconnaissance. Ils étirent bien ainsi. Ils n'avaient pas besoin de plus. Peut-être que cela changerait. Peut-être que le temps redéfinirait les contours de leur relation. Mais à cet instant, ils avaient trouvé une forme d'équilibre rare. À la maison, le soir, Camille reprenait ses habitudes. Luna dormait paisiblement, et elle s'autorisait parfois à rêver à ce que ce lieu deviendrait. Pas un empire, pas une franchise, mais un point fixe, une ancre. Elle voulait proposer des ateliers pour enfants le mercredi, peut-être accueillir des auteurs locaux, organiser des petits déjeuners solidaires une fois par mois. Ce n'était pas encore fait, mais l'idée l'accompagnait. Elle n'avait plus peur de l'échec, plus peur de la solitude. Même si tout s'arrêtait demain, elle savait qu'elle avait osé, qu'elle avait reconstruit sa vie avec des outils simples,
de la volonté, de la dignité, de l'écoute. Elle n'avait pas tout fait seule, mais ce qu'elle avait construit, elle l'avait décidé, et cela faisait toute la différence. Dans les gestes du quotidien, dans la chaleur du café qui embaumait chaque matin, dans les rires étouffés de Luna au fond du salon, Camille retrouvait pas à pas une forme de paix. Pas une vie rêvée, une vie réelle, et c'était bien plus précieux. Le matin de son anniversaire, Camille s'était levée sans cérémonie. Elle n'attendait rien de particulier. Depuis des années, cette date passait inaperçue. Pas par manque de souvenirs, mais parce que le quotidien avait toujours eu priorité. Luna l'avait bien sûr embrassée dès son réveil, avec un dessin maladroit représentant leur café, elle-même, Marc et Luna, sous un soleil disproportionné. Camille l'avait serrée dans ses bras avec émotion, remerciant en silence l'enfant de 6 ans qui savait exprimer l'essentiel sans mots compliqués. Ce jour-là, le café fonctionnait comme à l'accoutumée. Quelques clients réguliers, des étudiants venus travailler au calme, 2 collègues de travail qui prenaient l'habitude de s'installer près de la vitrine pour partager leur pause déjeuner. Rien de différent. Camille servait, nettoyait, gérait les petites tensions techniques et jetait parfois un regard vers Marc concentré sur ses tableaux de dépenses. Elle savait qu'il avait conscience de la date. Il l'avait noté sans doute, avec cette manière discrète qu'il avait de tout observer sans rien souligner. Elle n'attendait rien de lui, mais elle savait qu'il ne l'ignorerait pas non plus. À la fermeture, après que Luna eut été confiée à une amie pour une soirée pyjama improvisée, Camille resta au café pour finir le nettoyage. Marc proposa de l'aider. Ils travaillèrent en silence, comme souvent. Il ne se passait rien de spectaculaire, mais cette complicité silencieuse valait plus que beaucoup de discours. Lorsqu'elle sortit le sac de déchets, il l'attendait à l'intérieur, debout, tenant une enveloppe brune à la main. Il ne dit rien, tendit simplement l'objet. Camille le regarda avec une pointe d'étonnement. « C'est pas une tradition chez moi », dit-elle en souriant, tentant de masquer une émotion qui pointait. « Je sais », répondit-il, « mais ce n'est pas un cadeau d'anniversaire classique. Ouvre-le. » Elle s'assit, ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Elle reconnut rapidement les premières lignes, des extraits de statut d'entreprise, un contrat, puis un tableau de répartition des parts. Elle plissa les yeux, lut lentement. Le logo de Delacroix Technologies figurait sur l'en-tête, mais ce n'était pas une formalité administrative. C'était un contrat de cofondation. Une nouvelle entité, annexe de l'entreprise principale. Un département à part, consacré exclusivement à des projets sociaux et solidaires, destinés à soutenir des femmes seules dans la création de leurs propres activités professionnelles. Et à la surprise de Camille, son nom figurait en tant qu'associé à part égale. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Marc s'assit en face d'elle, les bras posés sur ses genoux. Pendant des années, j'ai vu des gens parler d'impact social dans des salles climatisées. Rien ne changeait. C'était toujours les mêmes structures, les mêmes discours, la même inertie. Puis je t'ai rencontré. J'ai vu ce que signifie faire avec peu. J'ai vu ta manière d'exister, d'avancer, sans attendre qu'on t'ouvre la voie. Et je me suis dit que si je devais repartir de zéro, ce serait à partir de ça. Pas de capital, pas de levée de fonds, mais de ce qui est vrai, de ce que tu représentes. Camille le regarda, la gorge nouée. Il n'y avait rien de romantique dans sa voix, rien de vendeur. Juste une proposition solide, risquée mais honnête. Ce n'est pas une faveur, précisa-t-il. Tu as fait ton chemin, tu as ton café, ton nom, ta présence ici. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Mais moi, j'ai besoin de partenaires qui connaissent la réalité. Pas des experts, des gens ancrés. Si tu acceptes, ce ne sera pas symbolique. Tu prendras part aux décisions. Tu orienteras les choix. Tu seras légitime. C'est ton histoire qui fait sens ici. Camille posa les papiers sur la table, resta silencieuse un instant. Tu n'as pas peur que je dise non ? Marc esquissa un sourire. Si, mais ce serait plus grave de ne jamais te l'avoir proposé. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, alla jusqu'au comptoir, servit 2 tasses de café comme elle l'avait fait des centaines de fois, et les posa devant eux. « Tu sais ce qui me fait le plus peur, » dit-elle. Il leva les yeux. « C'est que tu me vois comme une exception, une figure. Parce que je ne suis pas meilleure que les autres. Il y a des dizaines de femmes comme moi qui n'auront jamais cette chance, ce café, cette opportunité. Et je me demande tous les jours pourquoi moi. » « Justement, » répliqua-t-il calmement, « c'est pour ça que c'est toi. Parce que tu ne penses pas que ça t'est dû. Parce que tu veux comprendre, pas seulement réussir.
C'est la seule base possible. Camille le fixa longuement. Puis elle prit les documents, les rangea dans l'enveloppe et dit « Alors on fera ça à notre manière, pas de charité, pas de discours, des actes. Un projet à la fois », répondit Marc. Ils burent leur café sans besoin d'en dire plus. Le lendemain, Camille se leva tôt comme toujours. Elle ouvrit Maison de Luna avec les gestes familiers qui faisaient maintenant partie de sa vie. Elle accueillit les premiers clients avec son sourire mesuré, régla la machine à expresso, plaça les pâtisseries sur le présentoir. Puis, en regardant Luna jouer dans le coin lecture, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Une forme d'avenir. Ce n'était pas un miracle ni une revanche. C'était la conséquence de ses choix, de sa résilience, de cette décision d'un soir pluvieux d'ouvrir une porte à un inconnu. Et en y repensant, elle sut qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Pas parce que c'était écrit, mais parce qu'elle avait su transformer ce moment en point de départ. Elle n'avait pas changé de vie, elle l'avait construite. Une vie faite d'authenticité, de travail, de liens vrais. Et c'était sans doute le cadeau le plus improbable qu'elle aurait pu recevoir.